Universalis, épicentre des univers. Depuis des siècles, les sciences et les parasciences sont étudiées avec grand intérêt. Inventions extraordinaires, exploration des mondes perdus, études des systèmes solaires, ou bien encore l'avènement des surhommes sont au cœur des préoccupations du moment. En outre, les voyages temporels sont développés afin de prévenir les futurs dystopiques, les guerres, les maladies et la famine. Toutefois, une règle commune est instaurée. Il est interdit d'altérer le temps passé. Seul le futur peut être observé. Les équipes techniques sont envoyées et l'éco-vaporiste en fait partie. Les émissions sont télédiffusées puis conservées sur bande magnétique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission télédiffusée préférée de l'éco-vaporiste. J'ai le plaisir de vous présenter ce mois-ci une émission très spéciale, consacrée à un nouveau genre littéraire tout à fait inédit dans les mondes de l'imaginaire. Mais tout d'abord, les actualités. Bonjour juge. Les actualités ne sont hélas pas très réjouissantes. Il n'y a toujours aucune nouvelle concernant le vol de la machine temporelle. Rappelez-vous, c'était il y a plusieurs mois déjà. Un groupe d'individus armés s'était introduit dans la chapelle des arts et métiers. Ils avaient dérobé la machine à l'insu de tous. Nous avons pu approcher le professeur Marie Curie qui témoigne de la violence des faits. C'est une catastrophe pour l'humanité tout entière. Cette machine était le symbole d'une paix durable dans tout Universalis. La découverte du radium sur les champs de bataille en Crimée avait permis de stopper la guerre et de nous concentrer sur les recherches de la science, notamment la relativité et la mécanique quantique. Grâce aux efforts conjoints de plusieurs savants, une machine avait été créée pour remonter le temps, afin de nous prémunir des dangers de l'avenir. Reconstruire une telle machine prendra à nouveau de nombreuses années, malheureusement. Merci, professeur Curie. Comme vous pouvez le constater, mon cher Sky, je crains fort que sans machine à chronoportation, nous ne soyons obligés de dire adieu aux explorations temporelles à travers les hypermondes. Triste nouvelle. L'avenir n'en demeure que plus incertain désormais. Mais passons à un autre sujet bien plus réjouissant. Depuis quelques années déjà, nous assistons à l'émergence d'un nouveau genre littéraire qui dépasse notre imagination. Un terme vient également d'apparaître, le merveilleux scientifique. Mais qu'est-ce donc exactement? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un chercheur, ou plutôt une chercheuse venue du futur, docteur en histoire de l'art et spécialisée dans les littératures anciennes. Bonjour Fleur Hopkins. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici, tant qu'il nous est encore possible de le faire. Je vais être franc du collier docteur, allons droit au but. Quel est donc ce nouveau genre littéraire? De la magie scientifique? Alors déjà, nouveau genre littéraire, on peut en débattre. Alors est-ce que c'est nouveau? Ça peut être nouveau parce qu'effectivement, ça fait quelques décennies maintenant qu'on le redécouvre. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire tout de même, c'est que je ne suis pas la découvreuse du merveilleux scientifique. D'autres avant moi, depuis les années 50, que ce soit la revue Fiction, que ce soit un petit peu plus tard dans les années 70, et je pense surtout de manière incontournable à Serge Lehmann, ont déjà abondamment réexhumé, redécouvert, republié, partagé ce corpus littéraire du merveilleux scientifique. Donc nouveau peut-être dans l'imaginaire collectif, mais pas nouveau au sens où il serait inédit. Et puis, est-ce que c'est de la magie scientifique? Alors, j'espère que je vais un peu enrichir cette question tout au long de notre petit bavardage. On va voir justement ensemble qu'il y a un point de tension entre le merveilleux et le scientifique. Cette appellation, elle est tout de même extrêmement bizarre. Elle est due à un écrivain, à un auteur qui s'appelle Maurice Renard.
et qui a choisi visiblement à dessein cette expression, il me semble, pour montrer que le moment où il se développe, c'est-à-dire au début du XXe siècle, lui, la date, c'est vraiment 1909. C'est là où il va publier son manifeste, mais c'est un peu avant, puisqu'il va nous parler de Villiers de l'Isle-Adam, il va nous parler d'autres homologues, d'autres préhistoriens de ce genre. Et de fait, l'expression merveilleux scientifique, on peut la circonscrire, on peut retracer son histoire quand on est curieux et qu'on a envie de dépouiller la presse. Et quand on dépouille cette presse, on se rend compte que l'expression, elle était déjà utilisée par un philosophe qui s'appelle Joseph-Pierre Durand-de-Gros, et peut-être que là, quelque part, ça rejoint votre proposition, magie scientifique, parce que lui, il utilisait cette expression pour désigner le fait que quelqu'un comme Jean-Martin Charcot, le fameux médecin de la Salpêtrière, il utilisait l'hypnose pour tout simplement mettre ses patientes dans ces fameuses transes d'hystérie dont on a des très belles peintures et plein de photographies qui ont irrigué le mouvement surréaliste. Donc chez le philosophe Joseph-Pierre Durand-de-Gros, le merveilleux scientifique sans trait d'union, c'est le titre d'un de ses essais de 1894, effectivement, ça désigne une forme de normalisation du surnaturel. Cette idée qu'auparavant l'hypnose, c'était quelque chose de, effectivement, qui touchait peut-être à la magie, à ce qu'on appelait la métapsychie, mais tout d'un coup, ça gagne droit de cité dans les sciences vraiment les plus sérieuses. Et c'est effectivement particulièrement étonnant de voir que Maurice Renard utilise cette expression. Mais déjà, pour vous montrer toute la complexité de ce corpus, eh bien, l'expression elle était aussi utilisée de manière dépréciative pour qualifier le roman expérimental d'Émile Zola. Donc on voit que l'expression, elle nous pose problème, elle nous interroge et elle nous montre une filiation, des ramifications nombreuses pour ce corpus du merveilleux scientifique. Et j'espère que vous allez me poser encore plus de questions pour que je puisse expliquer de quoi il retourne avec toute cette abondance de livres. Mais avec grand plaisir. Quelle est son origine exactement? Quels ont été les premiers textes? Y a-t-il eu une tentative de nommer autrement ce nouveau genre littéraire auparavant? Question extrêmement riche. Déjà, la date de naissance. Alors, on pourrait en donner plusieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est en octobre 1909 que Maurice Renard va publier dans un journal symboliste qui est en fait tenu par son neveu, donc c'est peut-être par accointance aussi qu'il publie dans Le Spectateur, mais toujours est-il que dans Le Spectateur, en octobre 1909, il publie un texte qui est un peu le texte manifeste du merveilleux scientifique. Alors, c'est pas moi qui le dis du tout, c'est Maurice Renard qui écrit au dramaturge de Lassus et qui lui dit c'est une profession de foi, c'est un manifeste mon texte. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a une valeur programmatique. Ce texte, il est assez long, c'est pas le dernier texte du tout que Maurice Renard publiera sur le merveilleux scientifique, ce n'est pas non plus tout à fait le premier, parce qu'on a des préfaces juste avant qui essayent déjà de sous-peser en fait la différence qu'il y aurait entre le merveilleux et la logique, le merveilleux et le scientifique. Donc on voit bien que c'est des questions qui taraudent Maurice Renard et j'ai eu la chance d'accéder à des petits brouillons, des petites archives et je me suis rendu compte que tout au long de sa carrière, jusqu'à la fin des années 30, c'est vraiment quelque chose qu'il travaille au corps, cette question des rapports entre merveilleux et scientifique. Mais effectivement, si l'on devait donner une date, 1909 c'est une date de baptême presque, de reconnaissance. Charles de Rennes, qui est l'auteur du Peuple du Pôle en 1907, nous disait il a ressuscité le merveilleux scientifique. Donc on voit bien, il faut tout de suite souligner ça fortement. Maurice Renard n'est pas l'inventeur du merveilleux scientifique, c'est pas tout à fait le maître à penser. C'est pas tout à fait le maître d'ouvrage, c'est plutôt un dispensateur, quelqu'un qui veut faire connaître, diffuser et surtout faire fleurir ce modèle littéraire, ce corpus, ce champ. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, je l'espère, qu'en vérité, ce merveilleux scientifique, il qualifie encore plus davantage une manière caractéristique de penser le XXe siècle. C'est pas juste un mouvement littéraire, c'est pas juste des romans, c'est aussi des bandes dessinées. Ce sont des articles de vulgarisation qui vont être parasités par des connaissances scientifiques. Voilà, c'est vraiment un florilège extrêmement riche et c'est surtout une nébuleuse d'auteurs extrêmement nombreux. Vous le voyez bien devant moi. Alors là, ce n'est que un échantillon microscopique de tout ce que j'aurais pu vous montrer et avoir dans mon escarcelle. Mais de fait, acte de naissance, si on avait vraiment envie de donner une date, 1909 pourquoi pas, jusqu'à la fin des années 1930 plus ou moins, puisque, vous l'avez compris, ce corpus il va vraiment être porté fortement par Maurice Renard, et vers la fin de sa carrière, Maurice Renard s'en éloigne, et de fait, ce modèle va disparaître petit à petit. Le terme de merveilleux scientifique est apparu avant celui de la science-fiction, pourtant les œuvres de Verne, de Wells et de Shelley sont associées à celui-ci. Pourquoi la science-fiction et pas le merveilleux scientifique? Qu'est-ce qui distingue ces deux genres littéraires qui semblent pourtant très proches? Alors, très bonne question. Je pense que pour mieux apporter des éléments de réponse, il faudrait peut-être avoir en tête ce fameux manifeste que j'évoquais un petit peu plus tôt, puisque dans ce texte, comme il s'agit pour Maurice Renard de vraiment faire rayonner et faire connaître et même reconnaître
Ce modèle, il lui faut à la fois éliminer des figures qui lui semblent en désaccord avec la littérature qu'il veut faire prospérer, et puis se reconnaître des homologues, des ancêtres. Il ne s'agit pas encore de se reconnaître des contemporains, et je commenterai un petit peu plus tard d'autres stratégies que Maurice Renard va développer plus tard dans sa carrière, mais toujours est-il que dans ce texte manifeste, il va par exemple dire que bien avant lui, il y avait des auteurs comme l'incontournable Rosny Aîné, qu'on connaît notamment pour La Guerre du Feu, mais qui a aussi publié en 1887 les Xipéus, un récit très curieux, alors pas tout à fait préhistorique, pas tout à fait merveille scientifique, mais toujours est-il qu'il y a un personnage qui va combattre des entités qui ont quelque chose de terriblement extraterrestre, en fait, des espèces de tentacules, et c'est tout à la fois un récit un peu hors du temps. Tout ça, c'est très caractéristique de Rosny Aîné. Si Rosny Aîné vous intéresse, je vous invite à regarder les travaux en fait, d'un autre amateur, c'est Clément Humel, qui lui aura plein de choses à vous faire lire et plein de choses à vous faire dire et découvrir sur Rosny Aîné. Mais toujours est-il que Rosny Aîné fait partie d'un de ces auteurs qui, invariablement, a influencé Maurice Renard et est un peu un auteur pivot, en fait, pour ce corpus. On a aussi, dans cette longue liste que va chercher à établir Maurice Renard, Viger-L'Isle-Adam, Auguste de Viger-L'Isle-Adam, évidemment, avec l'Ève future, avec cette fameuse Andréide, qui va quand même un poil plus loin que Stilla dans le Château des Carpates, puisque si vous connaissez ce texte de Jules Verne, c'est une cantatrice qui décède, son fiancé pense être face à ce qui est peut-être son fantôme, sa réminiscence. En vérité, c'est simplement une projection due à une technologie extrapolée qui dérive du phonographe, qui dérive d'un proto-cinématographe. Et contrairement à ça, dans l'Andréide, dans ce personnage de l'Andréide, on a plutôt quelque chose qui va toucher à des questions métaphysiques qu'on retrouvera en fait dans le corpus merveilleux scientifique, qui touche à la question de l'âme. Qu'est-ce qui définit un pantin? On n'a pas encore le terme de robot, c'est anachronique. Qu'est-ce qui définit un être artificiel? Et donc vous voyez qu'en fait, ce modèle du merveilleux scientifique, pour exister, il lui faut se chercher à la fois une définition, on reviendra peut-être un peu dessus après, mais il faut aussi se trouver des ancêtres. Et vous parliez notamment de Frankenstein de Mary Shelley, eh bien c'est très curieux parce que jamais dans aucun texte programmatique, on ne trouve une occurrence qui renvoie au monstre de Frankenstein. Et pourtant, le texte aura été absolument parfait pour nous parler de cette figure prométhéenne, pour nous parler du monstrueux, de cet être un peu protéin, de cet être qui naît quand même par la force de l'électricité. On est dans des imaginaires qui touchent à l'électrothérapie, et dans les différents romans que j'ai devant moi, ce thème de l'électrothérapie, il est récurrent. Donc peut-être qu'à mot couvert, Frankenstein de Mary Shelley a influencé. Moi, j'aimerais plutôt vous dire qu'il y a un texte auquel on pense très peu et qui est aussi très peu mobilisé par les différents auteurs du merveilleux scientifique, c'est le Horla de Maupassant. Puisque quand on lit très attentivement ce texte, on se rend compte que cette entité terrible, cette hantise qui persécute le narrateur, il nous dit dans une des versions du texte que c'est un homme venu des étoiles. Est-ce un extraterrestre? La question est évidemment ouverte, mais ça nous renvoie quand même sensiblement à d'autres textes qui suivront et qui seront vraiment caractéristiques du merveilleux scientifique. Je pense notamment à Force ennemie de John Antoineau, qui est quand même le tout premier prix Goncourt de l'histoire. On l'oublie un peu trop qu'il y a justement un récit d'imagination scientifique qui a reçu le tout premier prix Goncourt. Et dans ce récit, le narrateur se réveille en asile, en maison de santé à l'époque, et il se rend compte qu'il est habité par une entité extraterrestre. Alors je crois que c'est Kmoumoun ou Knouroun, j'ai peur de me tromper, mais toujours est-il que cette entité, ce body snatcher, il est descendu des cieux pour vérifier l'habitabilité de la Terre. Est-ce que la Terre est agréable à vivre alors que lui vient d'une planète absolument horrible où, dans mon souvenir, il y a des éruptions volcaniques? Eh bien, en rentrant dans le corps de ce malheureux terrien qui n'a absolument rien demandé, ça lui permet de voir s'il pourra faire couler de beaux jours, en fait, à la surface de la planète Terre. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est pas si simple de définir, d'expliquer ce qu'est le corpus merveilleux scientifique. Et Maurice Renard, je vous l'ai dit, il se pose très fortement cette question de la filiation, de l'histoire de son modèle, de l'histoire de son corpus. Alors vous voyez que moi, contrairement à vous, je n'aime pas du tout le mot genre, parce qu'on a tendance trop souvent à confondre genre et forme. Alors genre, on a effectivement la poésie, on a voilà, différentes choses de cet ordre-là. On a aussi des formes littéraires, c'est encore autre chose. Et il me semble que le merveilleux scientifique n'entre jamais tout à fait dans toutes ces catégories. Et justement, là, je reviens très vite vers votre autre question, celle de la science-fiction. Est-ce que ça pourrait me sembler plus pertinent de parler de science-fiction? Eh bien, malheureusement, oui et non. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est un peu compliqué, parce que vous l'avez rappelé, le terme science fiction, il apparaît en 1926, et je vous ai bien dit que le roman merveilleux scientifique, c'est plutôt fin des années 1880, et puis le manifeste à 1909, et puis jusqu'à la fin des années 30 plus ou moins.
Vous avez ensuite, toujours sous la plume d'Hugo Gernsback, qui était vraiment la grande figure de la science-fiction à cette époque-là, vous avez le terme science fiction, effectivement en 1929, dans les revues Pulps, mais moi ça me semble quand même particulièrement embêtant de vouloir absolument avoir un regard téléologique, rétroactif sur ce qu'est le merveilleux scientifique. Alors oui, aujourd'hui, quand on dit science-fiction, on reconnaît très bien ce terme, ça nous permet d'avoir une estampille, d'avoir un marqueur, un tampon qui nous permet de dire « Ah oui, il y a sans doute des extraterrestres, il y a peut-être de la science extrapolée, ça se passe dans le futur. » Alors déjà, je vais vous décevoir, beaucoup des romans qui sont devant moi ne se passent absolument pas dans le futur, on va revenir dessus, c'est un présent légèrement altéré. On voit bien que là, il y a donc un point de tension. Aussi, Maurice Renard, il avait en horreur, alors le mot n'est pas trop fort, il avait en horreur Jules Verne. Dans une de ses archives, j'ai trouvé un petit papier où il disait « démolir Jules Verne ». Alors, le mot est extrêmement dur et ça nous montre bien que pour arriver à dispenser son modèle littéraire, il faut aussi tuer le père, et le parricide, ça passe par le rejet très fort de Jules Verne. Alors, il fera quand même des concessions. En 1928, beaucoup plus tard, il dira « c'est le maître du vertige ». Donc on voit que là c'était plutôt un acte fondateur, histoire de dire voilà, je donne un coup de pied dans la fourmilière, Jules Verne je n'en veux pas. Alors pourquoi ? Parce que Jules Verne, selon lui, évidemment on peut discuter de tout ça, il était trop didactique, trop dans la vulgarisation, et puis pour Jules Verne, et là je suis quand même en accord avec Maurice Renard, il s'agit plutôt d'extrapoler sur une invention qui existe déjà. Donc quand Jules Verne nous parle du Nautilus dans 20 milieux sous les mers, il s'agit pour Maurice Renard et d'autres commentateurs de l'époque, ce n'est pas le seul à le penser, tout simplement d'une extrapolation sur les essais qui étaient faits déjà dans la Seine par Fulton du sous-marin. Donc voilà ce que Maurice Renard précisément n'aime pas trop chez Jules Verne. Je pense aussi que le lectorat qu'avait Jules Verne a pu déranger Maurice Renard, parce qu'il faut bien savoir que Maurice Renard il le répète à plusieurs reprises dans ses différents textes manifestes et ses textes critiques, eh bien il aspirait à en faire un genre de haute volée, un genre littéraire. Et là, devant moi, et je vous montrerai un peu plus tard des images, vous voyez qu'on touche plutôt au roman populaire. Alors, ce n'est pas du tout une expression qui est moderne, beaucoup plus tardive, c'est une expression qui existait déjà à l'époque et qui était employée par certains de manière péjorative. Tout comme dans le futur, on parlera de roman de gare, et bien à l'époque, parfois, on parlait de roman populaire pour dire que c'est précisément du roman écrit à la ligne, du roman feuilleton, du roman consommable et consommé, et où il n'y a pas de véritable recherche, notamment de psychologie. Et ça va être un cheval de bataille très fort pour Maurice Renard, parce que tout au long de sa carrière, il va essayer de montrer qu'il y a, dans tous ces romans qui sont devant moi, un intérêt, une qualité et tout simplement une psychologie des personnages. Et surtout, il y a un intérêt très vif pour le lecteur qui, en le lisant, fait une expérience de pensée sans pareil, puisqu'il n'est pas déplacé dans un monde lointain, futuriste, où il ne peut s'accrocher à rien de connu. Il est vraiment mis dans un présent légèrement altéré, et je vous raconterai peut-être quelques histoires pour vous plonger un petit peu plus dans le bain. Mais vous voyez que, du coup, cette appellation de science-fiction, elle est compliquée. J'ai moi-même, par le passé, parlé de science-fiction ancienne. Pourquoi ? Pour donner envie à d'autres lecteurs potentiels de redécouvrir cette somme incroyable en fait qui se compose de centaines et de centaines de romans. Évidemment, tous n'ont pas les mêmes qualités. Il y a des auteurs qui sont plus talentueux, je ne veux pas porter de jugement, mais qui sont plus vifs, plus exaltés dans leur manière d'écrire. Certains, ne l'oublions pas, sont conditionnés par aussi tout simplement le côté alimentaire de leur publication, qui parfois était en feuilleton dans certains journaux. Par exemple, Maurice Renard, à la fin de sa carrière, il publiait des contes à foison pour pouvoir manger. Et il ne faut pas oublier que ça fait partie aussi du travail d'écrivain. Mais toujours est-il que de fait, parler de science-fiction ancienne, pour les personnes du XXIe siècle, c'est pratique, c'est séducteur. On a des repères, on a un imaginaire, on sait tout de suite où on met les pieds. Et quand on a un roman, par exemple, qui s'appelle Le Singe, si je dis c'est de la science-fiction ancienne, bon, j'ai compris, ça ne parle pas de primates, ça parlera d'autre chose. Mais pour autant, vous voyez bien que de parler de science-fiction, c'est embêtant, et surtout, ça peut nous apporter un petit biais, puisqu'il me semble important tout de même de faire la distinction entre le projet éditorial très précis d'Hugo Gernsback, qui vraiment va se concentrer autour de revues très estampillées, des revues remarquables avec des illustrateurs, avec notamment un courrier des lecteurs, avec une culture visuelle extrêmement riche et reconnaissable, avec notamment toute une naissance du fandom. Et tout ça, je suis désolée de vous décevoir, ça n'existe pas en France. On n'a pas une revue qui s'appellerait Le Merveilleux Scientifique. Alors moi, j'aurais été bien contente, ça m'aurait permis une abondance encore plus grande de matériaux, mais non, il n'y a pas eu. Pour autant, je vous montrerai qu'il y a eu plein d'illustrateurs, comme Henri Armengol, comme Henri Thiriet, comme Maurice Toussaint. Eux, ils ont beaucoup illustré de romans merveilleux scientifiques, et c'est en grande partie lié au fait qu'il y a des éditeurs très caractéristiques, comme Pierre Lafitte, comme Talandier, comme Ferenczi, etc., qui ont beaucoup réédité de textes de cette mouvance-là, et de fait, on retrouve régulièrement les mêmes illustrateurs, mais pour autant, on n'a pas eu des illustrateurs qui n'auraient
illustrer que du merveilleux scientifique. Ça non plus, ça n'a pas existé. À ma connaissance aussi, il n'y a pas eu de fan club. Ça, c'est vraiment américain comme modèle. Et de fait, c'est très embêtant de dire « Ah oui, le merveilleux scientifique, c'est que de la science-fiction ancienne. » Bah zut, non, parce que ça nous pose un vrai problème. Ce qui pourrait expliquer peut-être, et là du coup je vous gâche un peu peut-être d'autres questions, ce qui pourrait expliquer le fait que le merveilleux scientifique aujourd'hui, on l'ait temporairement oublié, c'est précisément parce qu'il a manqué, à mon sens, une base de fans très forte. Il a manqué aussi peut-être des auteurs un peu plus tardifs qui se seraient recommandés du merveilleux scientifique. Évidemment des auteurs comme Messa qu'on connaît pour 15 Zilli, La Cité des Asphyxiés, il s'est recommandé du merveilleux scientifique, ou plutôt il le connaissait très bien, puisque dans certains articles, dans les primaires, etc., il en parle, mais il connaissait aussi très bien la science-fiction américaine. Donc on voit bien qu'il y a un... Voilà. Il n'y a pas un fossé, le mot est trop fort, mais c'est pas pour rien que Gogensbach, il se recommande de Jules Verne, il se recommande de Poe, il se recommande de Wells, mais il ne se recommande pas de Maurice Renard. Alors, dans mes différentes pérégrinations, je me suis rendu compte qu'il y a eu des textes merveilleux scientifiques qui ont été traduits de ci, de là. Certains ont même été, attention, réédités dans des pulps. C'est le cas de Maurice Renard avec Le Brouillard du 26 octobre. C'est le cas aussi de Claude Farrer, qui malheureusement s'appelle Ferrer dans les pulps américains, donc on excusera cette petite erreur, mais il y a eu La Maison des Hommes Vivants qui a été rééditée. Donc, ce serait complètement faux de croire que la France a une barrière hermétique autour de ses frontières et que les textes ne sont pas sortis de l'Hexagone. J'en parlerai un peu plus tard. Il y a eu plein de traductions un peu partout. Mais pour autant, je souligne vraiment cet élément, ce serait trompeur que de croire que, par exemple, la science-fiction a complètement modelé le merveilleux scientifique français, et ce serait vraiment appauvrir, à mon sens, ce corpus, que de croire que ce n'est jamais qu'une forme de science-fiction peut-être appauvrie, moins aventureuse, puisqu'il n'y a pas de récit du futur. Mais j'enrichirai peut-être un petit peu ça, un petit peu plus tard, en vous montrant d'autres différences avec la science-fiction.